Salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3. Merci de démarrer votre journée, cette journée du mardi 17 novembre 2020 avec nous sur votre matinale Actu Matin. Merci donc de vous installer. Toute l'actualité, c'est ici et maintenant avec vous. Akhabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On va vous retrouver dans un instant pour la lecture très rapide des unes des journaux, mais avant le sommaire qui va véritablement se lancer dans la course à la prochaine élection présidentielle à pratiquement 5 mois du premier tour du scrutin prévu pour se tenir le dimanche 11 avril 2021. Scrute le champ politique sur la ligne de départ des personnalités qui se sont déjà déclarées. Il y a celles qui pensent et celles qui manifestent leur intérêt pour d'autres candidatures. Les états-majors politiques réfléchissent toujours apparemment sur les stratégies en rapport avec ce rendez-vous majeur, mais dans certains cas, le terrain est occupé. Présidentielle de 2021, on fera un parallèle avec la tournée en cours du chef de l'État Patrice Talon à travers le pays, les rencontres initiées par Joël Aïvo, la déclaration de candidature de Daniel Eda, la bataille pour la désignation du porte-flambeau du parti FCBE, l'UP, le PRD, le parti Restaurer l'Espoir ou encore le MPL et d'autres formations politiques. Toujours dans l'expectative, zoom sur l'animation de terrain ce matin en plateau avec l'ensemble des débatteurs. Mardi, santé avec notre spécialiste maison des questions de santé, Zakiat Latoudji et son invité Dr Cédric Achomayon évoquent la maladie du diabète. Les facteurs de risque, les symptômes, le traitement et la prévention sont au sommaire à suivre. Un document qui nous plongera dans le sujet et ce, dans la deuxième partie de votre matinale. Installez-vous confortablement. En fin d'édition, on retrouvera Narcisse Sanossé qui lit d'ailleurs déjà pour nous la presse nationale. Les unes des journaux, c'est avec Akhabali Para. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Ce matin, le quotidien Fraternité nous plonge dans la fièvre post-électorale de la présidentielle de 2021. Nous allons découvrir donc les gros titres de la presse nationale. Et c'est avec vous, Akhabali Para. Oui, rebonjour Christian, bonjour à tous. C'est Fraternité qui, comme d'habitude, annonce les couleurs présidentielles d'avril 2021. Grande foulée avant le sprint final. Les thèmes clés d'une campagne qui s'annonce inclusive. Internet à très haut débit à Tangueta, Tukuntuna et Semepoji. Le gouvernement met en service 3 points numériques communautaires de APSU-CEP. Docteur Félicien Tossou, médecin spécialisé en santé au travail. L'employé doit avoir un suivi médical régulier et correct. Information à lire à la page 2 du quotidien Fraternité. Et puis Gabon, les joueurs bloqués à l'aéroport de Banjul, au Baïmang, Tropi, la CAF. Info plus, grève à l'UAC, à l'université d'Abomey-Calavi, les justes revendications des étudiants. Tournée présidentielle, pacte de paix avec l'opposition. Le matin, tournée nationale du chef de l'État, Boukoumbe porte talon au pinacle. Et puis police nationale, des ex-commandants de brigade en colère. Soleil levant, en prélude aux préparatifs de la fête identitaire de Zinvier Roué. Zinvier dit oui au second mandat du président Patrice Talon. Le chef d'arrondissement Christophe Aïssi et les siens mettent les bouchées doubles pour une fête réussie les 12 et 13 décembre prochains. Et puis accident mortel à Malanville, le chef de l'État Patrice Talon envoie une délégation soutenir la famille éplorée.
le matinal. Classement 2020, l'indice Mo Ibrahim reconnaît les efforts du Bénin pour la démocratie et la bonne gouvernance. Le Bénin est deuxième dans l'espace UEMOA, quatrième dans l'espace CEDEAO et 13e en Afrique. Un camouflet pour les oiseaux de mauvais augure selon le matinal. Et puis, première tranche du deuxième programme d'émission de billets de trésorerie. African Bourse mobilise 2 milliards au groupe Veto Service. La cloche, périple présidentiel dans le Bénin profond. Patrice Talon invité à se porter candidat en 2021. Et puis commercialisation du coton graine. Session 2020-2021, une production de 675 000 tonnes attendue. Quotidien le meilleur. Animation de la vie politique, Claudine Prudencio déniche un gros morceau à Savalou. Patrice Hongla, désormais membre de l'UDBN de Claudine Prudencio. 45e session ordinaire du comité interparlementaire de l'espace UEMOA. L'honorable Boniface Yeretové plaide pour la création du Parlement de l'UEMOA. À la une maintenant de la nation, tournée du chef de l'État dans les communes de l'Atakora. L'Atakora qui clame donc son intérêt pour l'asphaltage. Un programme spécial de développement pour matériel et puis réalisation du programme d'action du gouvernement dans la ville capitale. Porte-Novo qui salue donc le bâtisseur Patrice Talon. Programme d'AFIA, promotion de la filière Anana et Nabel appuie la IAB avec 186 millions de francs CFA. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce mardi avec Fraternité qui revient sur la présidentielle d'avril 2021. Le journal qui parle de grandes foulées avant le sprint final. Justement, qui précise les thèmes clés d'une campagne qui s'annonce inclusive et sous la plume de Angelo Dossomo qui dit ce matin que le réveil a été tardif, mais depuis le début de la tournée du chef de l'État, une tournée qui l'emmène dans 54 villes du Bénin, tout porte à croire que le top des hostilités pour la course à la Marina est définitivement lancé. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure, c'est le premier sujet à aborder ce matin au forum de discussion avec le plateau qui sera constitué de Hakimi Ousseni, Herman Parfait Agnamboussou et puis Wahab Alikbara qui nous présentait il y a un instant la une des journaux. Bonjour à vous, bienvenue Ingrid Day, vous êtes en plateau. Eh bien on fera un point à mi-parcours de cette tournée du chef de l'État. Les titres. Bonjour Christian et bonjour à tous. Démarré jeudi dernier, la tournée nationale du chef de l'État se poursuit dans le nord Bénin. Dans son périple, Patrice Talon a parcouru les villes de Kouandé, Natitengu, Banikwara, Kanli et Kéru. Les populations de ces localités ont eu droit à des moments de discussion avec le chef de l'État. Le point de ces différentes étapes dans quelques instants. Moël Bénin se prépare pour la présidentielle de 2021. Le président du parti, Jacques Ayadi, était le week-end dernier face aux têtes couronnées de la commune de Dassazoumé. Il est allé informer ses dignitaires de la décision du parti à porter la candidature de Patrice Talon pour la prochaine présidentielle. Voilà, on reviendra donc sur toutes ces images dans le mini-journal de ce matin. Restez donc avec nous. La pub, je vous reviens juste après. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24 où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
voilà, dans le mini-journal, beaucoup d'images à voir. Le point d'étape de la tournée présidentielle. Le chef de l'État, dans son périple, a foulé le sol de la commune de Kouandé où il a été accueilli par des populations très enthousiasmées. À cette étape, donc, Patrice Talon a évoqué avec ses hôtes la question du développement et celle relative aux infrastructures routières qui tient à cœur aux populations. Je vous propose de suivre ici un extrait des propos du chef de l'État et c'était à Kouandé. La route Kota, Kouandé, Péonko, pour certains, c'est déjà fait, puisque nous avons commis une entreprise qui nous a soumis une offre et à laquelle nous avons placé toute notre confiance. Des études ont été menées, certains ont vu des mesures être prises sur la voie pour annoncer que Kota, Kouandé, Péonko serait réalisé. Il est malheureux de constater que l'entreprise est défaillante. Elle n'a pas été capable de remplir les formalités financières et techniques qu'il faut pour démarrer ce chantier. Ce chantier est dans le programme du gouvernement. Et dans les semaines à venir, nous allons devoir attribuer ce chantier à une autre entreprise. Et voilà, quand on a parlé infrastructure à Nati Tengou, c'est pareil, la ville n'est pas restée en marge de la tournée nationale qu'effectue en ce moment le chef de l'État, Patrice Talon, n'est-ce pas Ingrid Day? Oui, Christian, au contact dimanche dernier des populations de cette région du Nord, Patrice Talon est revenu sur les grands axes de son programme d'action du gouvernement. Ensemble avec les populations, ils ont parcouru les réalisations qui ont impacté Nati Tengou ces 4 dernières années. Le département de la Takora a aussi vu s'ébranler le cortège du chef de l'État et pas seulement. Patrice Talon a atterri à Nati Tengou avec un idéal qui décline depuis 2016. Le chef de l'État est donc descendu au réolé de l'impact de ses réalisations et des réformes qualifiées de courageuses par le maire de la cité de Nanto. La chaleur humaine est indescriptible entre les deux parties, la franchise dans les discours aussi. On peut observer que grâce à la synergie qui entre désormais les Béninois et leurs institutions et leur gouvernement, ce pays change déjà. Ce pays est déjà un autre pays. On peut le voir. On peut en être fier. Certes, les uns et les autres n'ont pas encore les retombées à titre personnel individuel. Mais c'est en construisant le pays que chacun trouvera son compte. J'éprouve souvent une certaine fierté que parfois j'ai du mal à dissimuler quand dans les sommets internationaux, le Bénin est cité en exemple en ce qui concerne nos corridors. Il est souvent demandé aux autres États de s'inspirer de ce que fait le Bénin parce que non seulement il y a la sécurité, mais il n'y a plus de tracasserie, il n'y a plus de rançonnement. Et ça, personne ne peut imaginer qu'en si peu de temps, une police nationale peut changer de tout en tout et de manière aussi spectaculaire. C'est formidable. Si nous parvenons à modifier le comportement de chacun de nous, nous aurions gagné 50% de ce qui permet le développement. Parce que l'homme est le seul responsable, est la seule compétence nécessaire pour transformer son environnement, pour transformer sa vie, pour obtenir le développement. Le Bénin a fait l'option du changement et le gouvernement travaille à cet effet depuis 2016. Le chemin des 4 dernières années est court, mais le chef de l'État n'a pas caché à ses interlocuteurs de Nati Tengou sa fierté de voir le pays cité en exemple dans la sous-région. Merci infiniment et à très bientôt. Merci pour votre accueil. À Banikwara, samedi dernier, les populations ont aussi accueilli le chef de l'État dans son exercice de reddition de comptes. Patrice Talon a tiré un coup de chapeau aux acteurs du monde agricole de la localité. Il en a profité pour expliquer à l'assistance le bien fondé des réformes, notamment celles qui au départ ont été mal comprises. On l'écoute.
j'ai décidé de faire cette tournée, de venir ici à Banikwara pour évoquer avec vous le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis 5 ans. Je crois que ça a été dur, certes, mais nous avons opéré des réformes les plus inespérées. Nous avons osé procéder à des changements que nul ne pensait possible au Bénin. Ce n'était pas que la volonté du président de la République ni du gouvernement, c'était des vœux profonds qui existaient en chacun de nous, mais il fallait un déclic. Ce régime n'a été que le détonateur de cette stratégie, cette dynamique de réforme, et je voudrais vous en féliciter, à travers vous, féliciter tous les Béninois. Depuis 5 ans bientôt, tout le pays est en chantier. Il n'y a pas un domaine dans lequel l'État n'investit. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas les moyens de tout faire à la fois partout. De sorte que nous tous, à qui tout manque, nous avons l'impression que grand-chose n'est fait. Mais quand on regarde sur le pays globalement, on observe que le Bénin est en train de changer. Toujours dans le cadre de sa tournée à Kandi, précisément, le chef de l'État a pu échanger avec les populations sur les questions de développement. Patrice Talon a pris un certain nombre d'engagements visant à améliorer les conditions des populations de cette région du Nord Bénin. Voici le compte rendu que nous propose Wahab Alikbara. Le président de la République a, dans son périple national, posé ses valises dans le département de la Liborie. À l'étape de Kandi, les clivages politiques ont été noyés par l'alliance des populations dirigée par une femme du parti Foscori pour un Bénin émergent. Après les civilités sommaires retenues en raison du coronavirus, Madame le maire de Kandi va se montrer admirative des réalisations du régime de la rupture en faveur de ces populations et leur impact sur la commune. La réforme du secteur de la sécurité permet aujourd'hui d'assurer la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble de nos axes routiers. Les braquages sont éradiqués, permettant ainsi à nos populations de vaquer à leur activité économique. Les mesures innovantes initiées par votre gouvernement ont permis de renforcer l'autosuffisance alimentaire et d'accroître la productivité des cultures de rente et des performances jamais égalées. Zinatou Alazi Oseni Saka va poursuivre avec les doléances qui s'interprètent comme les besoins immédiats et lointains de ses administrés. Elle cite pêle-mêle les questions d'électricité, l'eau potable pour tous, des infrastructures routières, sans oublier les microcrédits aux femmes. Bien évidemment, Patrice Talon a tout noté et ses ambitions vont d'ailleurs au-delà des attentes. Et je veux prier mes frères et sœurs de Kandi de ne pas regarder seulement ce qui est fait aujourd'hui ou hier à Kandi, mais de savoir que les doléances qui ont été énumérées ici, qu'une bonne partie est déjà en cours de réalisation et que c'est la mise en œuvre qui n'est pas encore visible. Que pour une bonne part, les études, les plans d'exécution, les financements sont mobilisés. Je veux parler de l'électricité, de l'eau, pour lesquelles beaucoup de choses sont déjà presque engagées, mais qui mettent un peu de temps à se faire voir parce que ça demande du temps pour que ce soit fait en qualité. Les pays dans lesquels les gens ont le courage, pendant quelques temps, de faire les efforts pour construire la base du développement, ce sont ces pays-là qui deviennent des pays riches. Et le Bénin, désormais, est sur la voie de devenir un pays riche, un pays développé, parce que nous sommes en train de construire tout doucement ce qui permettra au Bénin de se développer. Et pour ça, je voudrais vous féliciter parce que c'est dur, c'est difficile, mais c'est l'effort de chacun de vous. C'est l'effort de chacun de vous. Ce gouvernement a travaillé pour aujourd'hui, mais a surtout travaillé pour demain.
Après Kandi, c'est au tour de la commune de Kéro d'accueillir le président Patrice Talon. Deux programmes sont au cœur des débats. Il s'agit du désenclavement des localités, l'aménagement des vallées pour le développement des terres agricoles. Un programme financé par les partenaires internationaux qui fait partie des projets phares du gouvernement. Les braves producteurs attendent le désenclavement de leur localité. Je crois qu'il faut considérer que globalement, Kérou est déjà désenclavé. Ce dossier qui est un grand dossier, très technique, a mis du temps pour être bouclé. Si vous avez suivi les médias, les financements sont signés, acquis complètement par la BAD, nos partenaires techniques qui nous financent ce projet. Les appels d'offres ont été lancés au plan international. Les entreprises ont été adjugées. Il ne reste maintenant que leur déploiement. Et s'il n'y avait pas eu Covid, toutes les formalités nécessaires auraient été effectuées parce que vous savez, c'est un programme qui est financé par nos partenaires internationaux sur la base de la confiance. Et vous avez vu que Covid a paralysé pratiquement le monde entier. Mais à nouveau, le monde entier vit malgré Covid. Vous allez constater de vos yeux que la route cotonnière est désormais une réalité au Bénin. Nous allons aménager les vallées, faire des digues et les retenues là où il faut pour utiliser l'eau au moment opportun pour développer des terres agricoles, pour développer des terres sur lesquelles les gens vont s'installer durablement pour produire au lieu d'être victimes de manière cyclique des dégâts d'une eau qui dévale. C'est une préoccupation qui désormais fait partie des actions que le gouvernement a engagées du nord au sud, de l'est à l'ouest pour aménager ces espaces de richesse et les transformer définitivement de sorte que l'eau ne soit plus un danger pour nous au lieu d'être exclusivement une richesse. Direction d'Assazoumé à présent, le président du parti Mouel Bénin était dimanche dernier face aux têtes couronnées, sages et notables de cette localité. Chaka Yadi est allé informer ses dignitaires de la décision du parti à porter la candidature de Patrice Talon pour la prochaine présidentielle. Bien d'autres sujets ont aussi meublé les discussions, nous rapporte ici Imet Hélène Amonso. Chaka Yadi en conclave avec les sages notables et têtes couronnées de la commune de Dassa. Le président du parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, est allé dire à cette dernière la reconnaissance et les remerciements des responsables de leur regroupement politique. Parti d'obédience social-démocrate, Mouel Bénin, tel que l'a souligné Chaka Yadi, s'est rallié sur décision du bureau politique national à un parti de ligne directrice semblable pour participer aux précédentes élections. Je dois les rencontrer depuis un moment pour, à travers ces notables, ces dignitaires, remercier la population d'avoir suivi le mot d'ordre lancé par Mouel Bénin à l'occasion des élections communales dernières. Un autre sujet était inscrit au menu des échanges. Mouel Bénin portera pour la présidentielle de 2021 la candidature de Patrice Talon. Cette décision du bureau politique ainsi que les raisons de ce choix ont été aussi évoquées à cette rencontre. Les réformes et nombreuses réalisations en cours dans la région conforte également, selon les participants, ce choix. Outre ces sujets, plusieurs autres questions ont été soulevées. Elles ont trait à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. Nous avons décidé au niveau du parti Mouel Bénin d'accompagner, de soutenir la candidature du président Talon lors des élections présidentielles prochaines. Nous avons pris cette décision pour l'avoir désigné comme notre candidat et j'ai partagé l'information avec elle, avec cette personnalité-là, pour que dans la commune d'Assa ici,
qui est le raz-de-marée du candidat Talon lors des présidentielles prochaines. Chaque intervenant l'a apprécié à sa manière, mais il n'y a pas eu de contestation. Pour le prochain quinquennat, qu'ils tiennent surtout à la promotion des jeunes, aux diplômés sans emploi. La consolidation de la cohésion sociale, l'entente harmonieuse entre toutes les filles et tous les fils de la commune, surtout la sensibilisation vis-à-vis des jeunes. Et davantage, comment nous allons faire pour que la plupart de nos jeunes qui sont formés, mais dont leur formation n'est pas en adéquation avec les populations, avec les besoins, puissent bénéficier de formations complémentaires pour qu'ils soient employables. L'idée de cette rencontre a été appréciée par les invités. La démarche plus les questions abordées ont permis de parler développement. Cette rencontre vise également à resserrer les liens entre frères et membres du parti Mouel Bénin. On passe maintenant à cette séance d'échange entre le directeur général du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et les apprenants du lycée technique et professionnel de Tchaourou. Les pensionnaires de ce lycée ont été entretenus sur les différentes missions du Fonds pour le développement du Bénin. Reportage. Journée d'échange, de prospection et de partenariat avec les parties prenantes à la recherche scientifique et de l'innovation technologique. L'étape du septentrion s'est déroulée ici au lycée technique et professionnel de Tchaourou. Devant les enseignants et les pensionnaires de ce lycée, le directeur du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a expliqué le but de cette tournée. Il s'agit entre autres, selon le directeur, de donner le goût pour la recherche et l'innovation aux apprenants dès le bas âge. Bon, apparemment, un souci avec cet élément. Nous allons poursuivre ce bulletin d'information à l'Université d'Abomey-Calavi. La faculté des sciences économiques et de gestion FASEC compte de nouveaux enseignants promus au grade de maître assistant, maître de conférences agrégé et professeurs titulaires. Ces derniers ont reçu leur touche hier à l'issue d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'UAC. Ils abordent ici leurs nouveaux attributs des années après leur promotion. Ces récipiendaires sont des enseignants officiels à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi. La communauté facultaire et universitaire se doit de leur reconnaître ce mérite et encourager par la même occasion ceux-là qui viennent d'arriver de fournir des efforts conséquents pour y parvenir. Ils sont au total 38 enseignants à être promus dans divers grades. 26 maîtres assistants, 1 maître de conférence, 8 maîtres de conférence agrégés et 3 professeurs titulaires. Des promotions obtenues après des années de recherche. Un chemin parsemé d'embûches, mais couronné aujourd'hui d'un succès, symbolisé par cette reconnaissance de mérite. C'est avec beaucoup d'émotion, doublée d'une grande humilité, que nous portons cette auge ce matin. Et nous voudrions, au nom de tous les collègues, dire toute notre gratitude au rectorat, au décanat de la faculté des sciences économiques de gestion pour cette cérémonie qui est organisée. Je voudrais enfin remercier tous nos aînés ici présents, ceux qui nous ont formés, qui nous ont vu naître, qui nous ont vu grandir devant eux. Certains sont allés à la retraite, d'autres ne sont plus parmi nous. Certains sont encore présents. C'est la 3e fois dans l'histoire que la FASEG voit ses enseignants franchir des échelons. Seulement que cette fois-ci, l'attente a été longue. 13 ans pour certains, un peu moins pour les autres, pour cause d'impondérables. Du coup, le président du conseil scientifique de l'UAC a tenu à féliciter les récipiendaires pour leur perspicacité. Cependant, ces grades obtenus ne doivent pas être une fin en soi. La célébration, c'est aussi une part de responsabilité. Ces promotions doivent impacter durablement la qualité de nos enseignements,
la qualité des résultats de nos recherches, la qualité de l'encadrement de nos étudiants, un service à la communauté plus visible pour que les générations qui passent par notre entité soient davantage rassurées. En marge de la cérémonie, 1 minute de silence a été observée en mémoire de ces récipiendaires qui ont quitté ce monde un peu plus tôt. D'ailleurs, l'un d'entre eux est représenté ici par son épouse, qui a reçu à titre posthume les attributs dus au rang de son défunt conjoint. Le syndicat des travailleurs de la Banque Atlantique Bénin était en assemblée générale ordinaire au week-end dernier. Au menu des échanges, le bilan des actions menées de mai 2019 à novembre 2020. C'est un reportage de Teddy Goudalo présenté ici par Narcisse Alossé. Ils sont venus de presque tous les départements du Bénin pour prendre part à cette assemblée générale ordinaire du Centra BABN au titre de l'année 2020. Les membres du syndicat des travailleurs de la Banque Atlantique du Bénin vont à cette rencontre faire le point de plusieurs rapports d'activité menés courant mai 2019 à novembre 2020. La situation actuelle de notre banque nous interpelle tous et nous avons le devoir de continuer les efforts pour de meilleures performances afin de nous donner les armes nécessaires pour mieux revendiquer. Notre rencontre statutaire nous permet de vous faire la reddition des comptes, vous présenter le compte rendu de nos activités afin de recueillir vos observations et recommandations pour mieux faire. Il s'agit essentiellement des rapports financiers et moraux et la présentation du cahier de doléances qui sont présentés à l'assistance. C'est également l'occasion pour les participants de se faire entretenir sur la question du militantisme syndical afin de mieux défendre leurs intérêts. C'est un élément très important pour le syndicat. Lorsque nous parlons de militantisme syndical, nous voyons par là l'engagement des travailleurs dans l'action syndicale. Comment soutiennent-ils le syndicat dans cette prise de position? Est-ce qu'ils donnent les moyens au syndicat pour travailler? Est-ce qu'ils se considèrent comme du syndicat et non comme si le syndicat est extérieur à eux? C'est sur ça que nous avons échangé et l'objectif c'est d'amener les travailleurs de la Banque Atlantique à mieux soutenir le syndicat et à mieux s'engager dans les actions futures que l'organisation serait amenée à entreprendre. Beaucoup de défis restent à relever et nous comptons sur votre accompagnement à nous remonter les informations pour des actions efficaces. Les travaux ont pris fin par l'élection de nouveaux membres au sein du bureau dirigeant du Centra BABN. Ils sont à cet effet installés conformément aux statuts et règlements qui régissent le syndicat. Ainsi s'achève cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de journée à vous. Et ce fut un plaisir de vous avoir avec nous et sur tous les jours. Merci à vous, Ingrid. Très bonne journée de mercredi. On vous retrouvera à partir de 7h15 pour d'autres informations en images. Autre rendez-vous à prendre sur Canal 3 tout à l'heure quand il sonnera 13h avec la rédaction et à la présentation, on aura Zakiat Latunji. Prenez donc ce rendez-vous. Sur Actu Matin, le forum de discussion. En plateau ce matin, Akime Ousseni, Wahab Alipara, Herman Parfait, Agnan Bossou. Nous aurons abordé beaucoup de sujets. On parlera de la présidentielle d'avril 2021. Ces partis politiques et acteurs politiques qui sont toujours dans l'expectative, même si de part et d'autre, chacun peaufine ses stratégies. Qu'est-ce qu'on y met? Eh bien, vous restez avec nous, vous aurez nos analyses. On reviendra sur la tournée du chef de l'État qui séjourne en ce moment dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Aujourd'hui, il se rendra donc à Djougou. On parlera également santé dans la deuxième partie de votre matinale avec Zakiat Latunji. Des précisions sur la maladie du diabète, les facteurs de risque, les symptômes, le traitement et puis la prévention. On aura donc des conseils avec Dr Cédric Romayon. Il est médecin endocrinologue. Voilà, médecin endocrinologue. Prenez le rendez-vous. La pause. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Je sors si tu as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Je suis et demain le vrai docteur.
et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes bar et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et pas au niveau. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les passion de l'image. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Assist Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Grande marque. Et voilà, dans quelques petites secondes, il sonnera 7h40. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3, l'émission Actu Matin. Installez-vous confortablement. Nos discussions s'ouvrent à partir de cet instant. Akimé Oussini, bonjour. Christian, bonjour. Herman Anemoussou, bonjour. Bonjour Christian, joyeux anniversaire à vous. Oh, merci. Merci beaucoup, Herman. Alors, beaucoup de sujets à aborder ce matin. On va parler de la présidentielle de 2021. Une question récurrente, hein. Sentez-vous la ferveur, Herman? La ferveur, non, on ne sent pas encore la ferveur. On peut dire aussi qu'il n'y a pas ferveur parce que nous sommes à ce qu'on peut appeler sous d'autres scrutins de mi-mandat. Patrice Talon, qui sans doute va déposer sa candidature, va confirmer sa candidature. C'est vrai que dans certains milieux, se dit qu'il l'a déjà confirmé. C'est vrai qu'il est actuellement sur le terrain en train de faire ce que d'aucuns qualifieraient de reddition de comptes. C'est vrai que depuis un certain temps, on a vu Patrice Talon un peu plus c'est pas disposé à nous montrer que la gestion c'est autre chose. Donc oui, on peut dire que sur ce plan-là, on sent effectivement certaines actions sur le terrain qui montrent que nous sommes à la veille d'une élection. Et Patrice Talon qui sans doute va chercher à rempiler. En face de lui, qui est-ce que nous avons? Nous avons une opposition qui n'est pas encore totalement bien organisée, une opposition qui se cherche encore, une partie de la résistance. Chacun d'eux a retrouvé finalement son autonomie. Aujourd'hui, nous en sommes aux démocrates. Encore qu'à ce niveau, il y a quelques soucis pour confirmer l'existence du parti. Et donc, on constate qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont sur le terrain et qui prouvent que nous ne sommes pas vraiment encore prêts à une confrontation pour la présidentielle 2021. Est-ce que vous pensez que nous ne sommes véritablement pas prêts, un peu comme il le disait il y a un instant, Herman Parfait à Niamboussou, lorsque vous scrutez un tant soit peu le champ politique? On a vu un Daniel Eda qui a annoncé sa candidature, nous avons vu un Joël Laïvo qui également écume le terrain, qui passe de ville en ville pour parler éventuellement de sa candidature. C'est vrai que nous attendons que la Force Corée pour un Bénin émergent se prononce également, puisqu'en son sein, il doit avoir des ambitions de part et d'autre. Il faudra régler ce problème. Il y a d'autres partis qu'on n'a pas encore vu se prononcer.
l'Union progressiste, par exemple, le parti Restaurer l'Espoir, qui est silencieux, et beaucoup d'autres formations politiques comme le MPL et bien d'autres. Oui, je pense qu'ils ont leur agenda. À 5 mois? Oui, à 5 mois. Parce que vous savez, cette élection de 2021, la présidentielle de 2021, c'est une élection particulière qu'il faut dire du Dahomey au Bénin. On n'a pas encore organisé en raison donc des toilettages qu'on a apportés à nos tests qui imposent un certain nombre de choses. Et le contexte, pour ne pas sentir la ferveur, le contexte peut s'accrocher, n'est-ce pas, au coronavirus qui fait que le contact ou la mobilisation des foules pose problème. Mais il faut dire que l'heure est venue aux partis politiques en règle de se prononcer. L'heure est venue aux candidats qui désirent, n'est-ce pas, qui lors le fauteuil présidentiel, de se prononcer. Et de se prononcer avec la meilleure des stratégies. Je pense que à l'heure actuelle, la meilleure des stratégies, c'est le contenu de leur programme de société. La guerre des personnes, ou quand on sort dans les échanges avec les foules ou ce qu'on a appelé la base, on sent beaucoup plus les querelles de personnes. C'est-à-dire un candidat futile de l'opposition s'attaque à la personne d'un autre candidat. Moi, je pense que ça pose problème. Il vaut plutôt mieux se prononcer sur le contenu du programme de l'adversaire en face et faire une meilleure proposition. Je pense que ce serait bien. Parce qu'on a senti un certain silence au niveau des partis, conseils de l'opposition, par exemple, Restaurer l'Espoir, qui depuis un certain temps ne se prononce pas. Et même ces rares sorties ne sont plus dans la perspective de la présidentielle. Est-ce qu'il faut s'interroger sur le parrainage qui constitue en quelque sorte un blocage pour eux? Si c'est là la question, je pense que la réponse est trouvée avec cette déclaration du chef de l'État lors de ses sorties qui veut que la présidentielle, sinon qui annonce que la présidentielle de 2021 sera une présidentielle inclusive. C'est-à-dire donc que personne ne sera écarté si tant est qu'il a pu apporter, il a le management qu'il faut pour pouvoir convaincre les détenteurs de parrainage. Votre lecture, Hakim Ousseni? Non, c'est évident que vous n'avez pas constaté autre chose que ce que vous voyez en ce moment, au regard bien entendu du contexte nouveau et de l'environnement dans lequel nous nous trouvons en ce moment. C'est une évidence que les présidentielles dernières ne nous ont pas donné l'occasion de douter, ou plutôt de ne pas constater qu'il y a comme une certaine ferveur, parce que les éléments qui concourent donc à cette présidentielle étaient de nature véritablement à ne pas inquiéter. Constatez avec moi que depuis qu'on a retouché, je dirais, les différents instruments qui participent de la tenue des élections, il y a d'une manière ou d'une autre que certaines formations politiques ont commencé par ne pas se retrouver là-dedans. La preuve, c'est que nous avons eu les législatives, bien entendu, sans une bonne partie des formations politiques, les municipales avec quelques formations politiques, et cette fois-ci, c'est de la présidentielle. Et comme vous le savez, je ne vous le rappelle pas, pour la présidentielle, cette fois-ci, il faut forcément remplir certaines obligations, parmi lesquelles le parrainage, bien entendu. Et donc, du coup, ça commence par poser un problème. Est-ce que toutes les formations politiques aujourd'hui sont en règle vis-à-vis, je dirais, des dispositions actuelles pour pouvoir prendre part aux élections? Si c'était oui, eh bien, on n'aurait pas entendu le chef de l'État à l'occasion de sa tournée de reddition de comptes rappeler à certains endroits qu'il pèsera de son poids pour que les formations politiques en règle puissent prendre part à la présidentielle prochaine afin que nous ayons des élections inclusives. Et je disais hier ici sur le plateau que au-delà de ce qui a été dit, parce que la question est tellement sensible et importante qu'il ne s'agira pas seulement d'une profession de foi, mais il faut aller le faire constater dans les actes. Aujourd'hui, il y a des formations politiques qui ont des difficultés à avoir le récépissé, parmi lesquelles, par exemple, les démocrates. Peut-être que d'autres formations ont envie aussi de se lancer dans la course, mais elles n'ont pas encore tous les éléments qui concourent véritablement à avoir une existence légale. D'une manière ou d'une autre, il n'y a qu'au niveau des démocrates, la loi l'a prévu, les corrections, on ne les fait pas plusieurs fois. Il va arriver que
qu'on soit obligé de délivrer, je dirais, le récépissé aux démocrates. Mais toujours est-il que pendant que nous y sommes, eh bien, ils n'ont pas encore une existence légale et donc n'attendez pas que ces messieurs et dames descendent sur le terrain pour dire qu'ils se préparent pour la présidentielle. On sait quand même qu'il y a des coordinations qui sont en train d'être installées un peu partout. Ils n'attendront pas le récépissé avant d'installer les coordinations. Ils vont installer les coordinations, mais toujours est-il que pour se prononcer sur la présidentielle, il faut qu'ils en arrivent à avoir, je dirais, ce document officiel qui fait d'eux un parti existant légalement. Même ceux qui l'ont, bien entendu, vous avez vu un peu comment ils se sont comportés. Mouel Bénin a déjà fait un choix de candidature, l'UDBN a déjà presque fait un choix de candidature, le Bloc républicain a fait un choix de candidature, l'Union progressiste, on attend encore. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de ceux qui ne sont pas là, mais c'est que le contexte amène véritablement à apporter bien d'éléments. Est-ce qu'on n'a pas dépassé l'étape de ce contexte que vous évoquez là, Hakim Seydou Sely? Je viens d'avoir, parlant justement des tests électoraux qui sont revus, qui sont un peu complexes pour les formations politiques, notamment la question du parrainage. Et il y a quand même un acteur politique et pas des moindres, membre d'un parti politique qui vient d'envoyer un message. Il dit on attend que Talon se prononce d'abord et qu'on connaisse son duo par rapport à leur position géographique. Et là, nous aviserons par exemple. Est-ce que ce n'est pas un élément qui participe donc au retard que nous observons dans la question des choix, des positionnements? Vous me rejoignez? Oui. Quand je parle de parrainage, ça veut dire que vous me rejoignez. Vous me rejoignez d'autant d'ailleurs que celui qui envoie le message n'a pas un problème de parrainage. Le parrainage aujourd'hui, pendant que nous y sommes, Christian Danidjan, c'est 82 députés plus 77 maires. Et les 82 plus 77 maires, comme vous le savez autant que moi, c'est vrai qu'ils sont tous dans la mouvance présidentielle. C'est aussi vrai qu'on nous dit qu'on donnera l'occasion à tous les parrains potentiels de parrainer qui ils veulent. Mais a priori, ça ne devrait pas être le cas. Le débat, on peut le poursuivre. Mais tu est-il que j'estime que pendant que nous y sommes, s'il faut véritablement espérer voir les formations politiques animer l'actualité politique en raison de la présidentielle, il aurait quand même fallu qu'au moins à leur niveau, qu'il y ait ce débat sur comment est-ce qu'on gère le parrainage. Ça, c'est une évidence, parce que les autres viendront d'une manière d'une autre peut-être commander ou, que dis-je, négocier, voilà, je trouve le mot, négocier le parrainage, parce qu'ils n'ont pas a priori des raisons d'avoir des parrains, puisque ceux qui ont le parrainage ne sont pas ou n'embouchent pas la trompette qu'ils embouchent en ce moment. Donc le débat, il faut le faire entre acteurs politiques. Moi, j'estime que ça aurait pu être fait, qu'aujourd'hui on ne serait pas en train de dire qu'on ne sent pas la faveur sur le terrain. Donc c'est un élément très important. Vous l'entendez, il va plus loin pour dire qu'ils attendent. C'est-à-dire que même eux-mêmes ne sont même pas encore prêts. Alors finalement, l'élément déclencheur, c'est le fait que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État se prononce s'il est candidat ou pas. Non, l'élément déclencheur dans le rang de la mouvance, peut-être parce qu'ils attendent voir si le chef de l'État va officialiser sa candidature. Ici, bizarrement, c'est un opposant. Oui, c'est de l'opposition. Non, oui, même si celui qui a envoyé est de l'opposition, c'est pour évaluer le terrain. Le cheval qui paraît plus énergétique, c'est-à-dire qui a plus d'énergie sur le terrain, c'est le cheval de la mouvance, notamment le chef de l'État en exercice qui, au regard des tests, a la possibilité de renouveler un mandat. C'est-à-dire que si tout à l'heure, depuis le septentrion, il s'apprête pour la destination de Djougou, le chef de l'État fait une des déclarations spectaculaire disant comme quoi il ne serait pas candidat, le message ne serait pas ce que vous avez reçu tout à l'heure. Et là, c'est un peu comme si c'est tous les tests qui sont changés au même moment. C'est-à-dire que quoi? Les partis politiques, on reconnaît, ont leur agenda qui n'est pas forcément celui qui n'est pas le nôtre. Mais il y a autre chose. Pour les partis qui jusque-là n'ont pas encore une existence légale, ils travaillent aussi sur le terrain. Il ne faut pas l'ignorer. Ils travaillent sur le terrain. Sur les réseaux sociaux, on apprend les installations des coordinations. Encore que, on n'a pas besoin d'avoir une existence légale, n'est-ce pas, avant d'être candidat. Il s'agit d'avoir, la santé normale, d'être béninois. Il y a les conditions qui feront ces conditions-là. Le gros, c'est la recherche de je rappelais juste les grandes lignes de ces critères, de ces conditions à
pas rempli. Ça veut dire que dans le rang des démocrates, par exemple, qui jusque-là multiplient les démarches et les va-et-vient au niveau du ministère de l'Intérieur en vue d'obtenir leur récépissé, ils ne se plaignent pas forcément, pour la présidentielle, n'est-ce pas? Ils veulent avoir juste le quitus les gars, ça veut dire quoi? S'ils sont candidats sur le terrain, c'est vrai, ils seront mieux écoutés s'ils obtenaient le récépissé, parce qu'il y aura des aspects sur lesquels on peut leur reprocher d'être peut-être un parti illégal, encore que on va les appeler partis quand ils auront l'existence légale. Oui, j'expliquais au-delà du parrainage, parce que il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer le contexte peut-être morose ou le contexte terne, voilà. Pour ne pas être silencieux. Exactement, auquel nous insistons sûrement. Au-delà du parrainage, c'est que, eh bien, ajoutons que, comme je l'ai fait constater, Christian, que les éléments sont nouveaux. Il s'agit cette fois-ci d'un duo. Même le Bloc républicain qui a choisi le président Patrice Talon comme son candidat pour la présidentielle n'a pas pu nous dire qui c'est qui va l'accompagner pour la présidentielle prochaine. Au niveau de l'Union progressiste, c'est silence plat. Certainement qu'ils arriveront à se prononcer. Quand ils vont se prononcer, c'est qu'ils doivent aussi résoudre l'équation de c'est qui le duo, qui est-ce qui va avec le président. Si on tient choisir le président Patrice Talon, qui est-ce qui va avec lui. Donc la question du duo semble-t-il aussi constitue aussi un véritable... Ça sera peut-être une entente entre les différentes formations politiques avec le chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État, à lui qui revient le droit de choisir son colistier. Peut-être pas forcément les formations politiques. Oui, mais il aurait fallu que les formations politiques, en proposant le chef d'État comme candidat, comme c'était le cas avec le Bloc républicain, que déjà qu'il soit lui qui sait qui va être son colistier. Vous me dites oui qu'il revient au chef d'État de choisir qui est son colistier, mais tout au moins le colistier participe aussi, je dirais, de la force du duo qui a été proposé, du ticket qui a été proposé. On ne prend pas n'importe qui pour être colistier, on ne prend pas un tentampion pour être colistier. L'image du colistier, la ferveur que le colistier peut aussi apporter. Alors, je dirais, pour toutes les formations politiques qui vont soutenir sa candidature, d'une manière ou d'une autre, la question du colistier va se poser à tous les niveaux, aussi bien au niveau de ceux de la mouvance présidentielle que ceux de l'opposition. La preuve, c'est qu'au niveau des forces européennes bien émergentes, si on veut, on en parle, c'est qu'aujourd'hui, il se fait discuter que, eh bien, au-delà de la personne du secrétaire exécutif qu'est Paul Humpé, on annonce que, eh bien, Yarou Théophile aussi a le bagage, a la sagacité nécessaire pour être candidat. Et donc, à ce niveau, n'attendez pas qu'ils vous disent officiellement comment ça va se faire. Ils doivent d'abord gérer la question à l'interne avant véritablement de venir à la phase de tout le monde. Donc, je crois que ce n'est pas que la question de parrainage, mais la question aussi du colistier, c'est-à-dire du duo aussi pose problème de part et d'autre. Donc, en gros, je ne pense pas que les choses soient aussi faciles comme ça a été le cas lors des présidentielles dernières, parce que le contexte, il est nouveau. Les acteurs aussi ont imprimé, je dirais, une dynamique nouvelle. Les textes de loi sont aussi nouveaux et donc du coup, c'est un ensemble, un cocktail qui peut expliquer la situation. On va vous écouter, Amouan Niamboussou. Oui, je pense que la question du duo présidentiel qui prend effet à partir de l'élection 2021, ajouté à la question du parrainage également, pour qu'on puisse être candidat à l'élection présidentielle au Bénin, il faut au moins, quand on tient compte des chiffres qui sont là, il faut au moins 16 parrainages. Mais n'oubliez pas également le contexte historique du Bénin. L'histoire du Bénin, l'histoire politique du Bénin après la conférence nationale, c'est quand même quelque chose qui est en train de se passer comme une sorte de gentleman agreement entre les acteurs politiques. Vous avez dû constater avec moi que, abstraction faite de l'exception du Sefor Soglo en 96 qui est parti, Kérékou, quand il a pris le pouvoir en 96, il l'a voulu rempiler en 2001. En 2001, il y a eu une succession de désistements. Adrien Ogbedi qui est parti. Avant lui, Soglo, Adrien Ogbedi, mais Amoussou Bruno a pu faire ce qu'on a appelé en son temps match amical avec Mathieu Kérékou en son temps. Ça a fait bien à Mathieu Kérékou de pouvoir rempiler en 2001. Et donc en 2006, Boni Yayi est venu. Quand il a pris le pouvoir, oui, c'était dans la ferveur. Un nouvel homme est venu, il y a eu des marches de soutien, marches contre la corruption, marches contre la corruption. En 2011, au moment où il y avait une certaine tension dans le pays, ça n'a pas empêché Boni Yayi de faire son chaos et de rester au pouvoir. Et donc, il a pu... On constate désormais que quand un chef d'État prend le pouvoir au Bénin, quand bien sûr, je mets toujours en point noir l'exception Soglo en 96, on constate qu'on lui laisse les 10 ans. Il fait 2 mandats et il s'en va. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit, à savoir que tout dépend effectivement, comme l'a dit celui qui vous envoie le message, du oui de Patrice Talon. Parce que, effectivement, c'est Patrice Talon. Oui, parce que justement, aujourd'hui, on se demande s'il faut aller contre quelqu'un qui, quand même, a un bilan positif à défendre. Vous avez des routes qui sont construites, vous avez beaucoup d'infrastructures qui sont érigées au profit des jeunes, parce que le jeune qui avait, mettons, 10 ans,
quand Yaïbouni quittait le pouvoir, il n'a plus 10 ans aujourd'hui, ça lui fait 14 ans. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte et qui font aujourd'hui qu'on attend forcément la décision de Patrice Talon pour savoir si il est candidat ou pas. Et donc, ce n'est que sur la base de ces éléments que tout va se jouer. Alors, peut-il garder le suspense jusqu'à une date qui mettra en difficulté les potentiels candidats ou les formations politiques qui ne partagent pas forcément sa manière de gouverner? Non, dans ce cas, ce sont les partis politiques eux-mêmes qui veulent se faire prendre à leur propre piège. Je veux parler des partis politiques de l'opposition qui attendent que le chef de l'État dise « je suis candidat ou non » avant de commencer par travailler. Le candidat à l'heure actuelle ou le potentiel candidat à l'heure actuelle qui a plus de chances que les autres, ça ne veut pas dire qu'il a élu d'avance, mais qui a plus de chances que les autres, c'est bien entendu le président Patrice Talon qui est en exercice, qui n'a aucun problème au regard des tests. Donc si les autres candidats les potentiels candidats doivent attendre que Patrice Talon vienne dire je suis candidat avant qu'eux ils se décident de savoir si eux-mêmes ils seront ou pas candidats, ça posera un véritable problème parce que le chef de l'État dans son agenda sans doute rien ne le presse. Rien ne le presse. Ça veut dire qu'il peut continuer à poser ses actions, à faire ses activités sans se soucier de je suis candidat ou pas. Ça veut dire quoi? Indirectement, parce qu'avec cette sortie du chef de l'État, cette tournée nationale, le chef de l'État ne peut pas détacher une campagne préélectorale, n'est-ce pas, de l'activité du président de la République. Ce n'est pas détachable. C'est vrai, c'est toujours dans le mandat, le premier mandat qu'il a pris depuis 2016, que ces activités sont, c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent ces activités-là. Mais il y a la perspective, la présidentielle de 2016. Justement, nous avons eu une lecture sociologique hier en plateau avec cette sortie du chef de l'État ne saurait en aucun cas se détacher. Je voudrais en complément de ce que Hakim développait tout à l'heure concernant le colissier et reconnaître que oui, l'affaire du colissier peut davantage influencer les partis politiques dans la désignation du duo. Ça veut dire quoi? Il y a eu plus de facilité pour les partis politiques soutenant même le chef de l'État, notamment le bloc républicain, de nous désigner le chef de l'État comme candidat. Mais en aucun cas, on ne nous a pas dit qui est son colissier. Ça veut dire que même à ce niveau, à l'interne, au sein des partis politiques, ça pose un véritable problème. Si le chef de l'État est dans le bloc républicain et dit je suis candidat, je suis sûr qu'il y aura moins de murmures. Mais il y aura assez de commentaires, assez de tractations quand par exemple X dit je souhaite être le colissier du chef de l'État. Donc cela influence davantage la désignation des candidats au sein des partis. Le suspense aujourd'hui, à ce stade de la vie politique nationale, le suspense profite à quelqu'un. Ça profite à Patrice Talon justement parce que justement quand la classe politique en face, c'est-à-dire l'opposition, ne connaît pas clairement sa position, cette classe politique peine à se décider réellement. Le système n'est pas rapport au duo parce que comme l'a dit Wahab, si le duo est décidé aujourd'hui avec Patrice Talon, ça peut amener des grincements de dents au sein des formations politiques qui très tôt et qui avec acharnement soutiennent Patrice Talon. Donc il garde le suspense en faisant peut-être moisir les opposants, en faisant durer tout ce qu'il y a comme action qui pourrait aller contre sa personne. Mais en réalité, ce suspense, ça permet aujourd'hui également à cette classe politique de pouvoir revoir les choses parce que nous avons entamé il y a quelques années une réforme du système partisan. Et c'est vrai que la réforme telle que ça se poursuit aujourd'hui, on permet encore à des candidats et à des gens qui ne sont pas des indépendants politiques de pouvoir avoir le parrainage. Mais si on fait encore 5 ans en plus, avec le rajeunissement de la classe politique, vous allez constater en 2026, il y a quand même une certaine classe politique qui va quitter l'arène politique si on maintient la constitution de l'État parce que 70 ans seront passés, parce que justement ils auront déjà fait toutes leurs preuves. Donc il y a peut-être des gens qui sont candidats mais qui se disent est-ce qu'il faut aller en opposition à Patrice Talon aujourd'hui ou alors attendre 2025-2026 pour commencer à poser les actes parce que justement n'oubliez pas les chefs d'État qui, à part Yaïbouni qui a positionné Léonel Zissou et qui a eu son fiasco, personne ne peut dire aujourd'hui si ce n'est pas Mathieu Kérékou qui a positionné Boni Yahi en 2006. Personne ne peut dire que... Donc, il y a tellement de méthodes de candidature qu'on ne comprend pas. Akimé. Ce qui est embêtant dans les débats politiques, c'est quand on arrive à entendre ou à lire des messages d'acteurs politiques du genre. C'est-à-dire que les analystes vous disent que c'est de la naïveté politique de croire qu'il faut espérer voir le chef de l'État se prononcer ou pas. Attendez, quel est le but premier d'une formation politique? C'est de conquérir le pouvoir et de le gérer.
on n'attend pas les beaux yeux d'un chef d'État en exercice qui n'est même pas de votre parti pour dire que on attend que le chef d'État se prononce si oui ou non il va aux élections avant de savoir comment est-ce qu'ils vont se s'ils disent bon, je me prononce, je suis candidat, on reste chaque formation politique a sa manière de faire la politique. Mais c'est aussi la réelle politique, c'est calcul politique. Ça n'a rien de réel, mais c'est aussi la réelle politique. C'est de la naïveté politique. Non, nous sommes à quelques et je soutiens cette thèse de Aquilé. On est à 5 mois de la présidentielle. Et une fois de l'opposition dit qu'elle espère, qu'elle attend que le chef d'État se prononce. Peut-être que la désignation est déjà faite au sein de la formation politique et on attend maintenant que le chef de l'État se prononce justement et présente qui sera son duo pour faire les réajustements possibles. Quelle désignation peut être faite dans une formation politique de l'opposition pour que vous ayez pas ici à ce plateau, nous ne sachions pas. Peut-être qu'il y a des choses qui se font. Et c'est ça qui est d'autant plus embêtant que vous voyez, alors même que vous semblez avoir des éléments scientifiques d'analyse, vous vous rendez compte que les politiques même là n'arborent vraiment pas l'étoffe de politique. Parce que là, pendant que nous y sommes, il y a que si vous n'écumez pas le terrain actuellement, je ne sais pas à quel moment vous ouvrez. Parce que le chef d'État en exercice a bien une longueur d'avance sur vous. Il a des éléments sur lesquels il peut battre campagne en son temps. Il a bien des éléments sur lesquels il peut véritablement, je dirais, faire avancer les choses. Mais vous n'avez pas été dans l'action pendant des années, bien entendu. Et vous espérez qu'il faut encore, c'est-à-dire, grignoter dans les quelques jours que nous avons là, avant de vous lancer sur le terrain. C'est-à-dire que c'est du fiasco carrément passé. C'est même pas la peine d'espérer quelque chose de ces messieurs. Est-ce qu'il y a mal? Oui. Vous allez réagir, oui. Je ne comprends pas qu'on soit à 5 mois. Alors même que, on a l'impression que la gouvernance, on veut apporter un souffle nouveau à la gouvernance et qu'on espère que celui qui est dans l'action de la gouvernance là vienne dire, je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Est-ce que c'est pas parce que ce qu'on veut proposer, on se dit peut-être que c'est pas meilleur que ce qui existe déjà, qu'on prend son temps? Autant c'était je pense sur cette question-là que plus que le parrainage, la question du duo est une grosse épine à régler. Vous avez rappelé tantôt le cas du BR qui, bien que soutenant Patrice Talon et ayant décidé que Patrice Talon soit son candidat, le BR qui aujourd'hui peut-être attend certainement que le vice-président soit de son bord. Peut-être même que Mouel Bénin se dit, le vice-président doit venir de Mouel Bénin. Peut-être même que l'UP, quand l'UP va se décider aussi, va dire, pourquoi pas l'UDBN aussi qui dit, on soutient Patrice Talon s'il est candidat. L'UDBN peut aussi dire, en tant que femme leader du parti politique, je vais du président de Patrice Talon. Et donc cette question du duo présidentiel qui va se prononcer bientôt, je pense c'est une grosse épine. Si on n'avait pas expérimenté le duo présidentiel pour 2021, qu'on va faire ça en 2026, je pense que ça aurait été un grand soulagement pour Patrice Talon. Et donc je dis aujourd'hui, la classe de l'opposition qui dit qu'on attend que Patrice Talon se décide à être candidat et nous dise qui est son colistier, je pense que c'est une bonne lecture parce que ça permet de surfer un peu sur les insuffisances ou sur les grincements de dents qui vont peut-être naître du choix de son colistier. Et donc je pense que c'est beaucoup d'éléments, c'est cela que je veux faire du réel politique. Dieu fasse que ce soit une bonne lecture. De moins, en toi, pendant que moi je suis là, c'est une très mauvaise lecture. Quel que soit le candidat, le colistier que choisira Patrice Talon, du moins pour l'instant, Christian, les grincements de dents vont rester des grincements de dents. Ça ne va pas être. On ne va pas. Avant qu'on ne fasse le débat du duo au niveau des formations politiques, on présente d'abord ce qui le porte-flambeau pour être sur la même longueur d'onde. Je dis que quelle que soit la personne que choisira Patrice Talon ou qui sera choisi pour être le colistier de Patrice Talon, même s'il va y avoir du grincement de dents, ça ne va pas émousser, je dirais, l'harmonie de la mouvance présidentielle. Et j'insiste, je pense pas. Ça ne va pas émousser l'harmonie de la mouvance présidentielle. Même si ça va être le cas, ça ne sera pas aussi criard que vous le pensiez. J'insiste pour le dire parce que d'autant d'ailleurs que même si on parle de réel politique chrétien, s'il y a des forces qui doivent réclamer pendant que nous y sommes d'être colistiers de Patrice Talon, c'est soit l'Union progressiste parce qu'en termes, je dirais, de grain politique, l'Union progressiste se positionne comme la première force politique. S'il y a une force qui peut réclamer encore d'être colistier de Patrice Talon Christian, c'est le bloc républicain parce que le bloc républicain a des gains politiques sur le terrain. En dehors de ces deux forces, c'est une réalité, on ne va pas se leurrer, et ça c'est la réelle politique, les autres seront prétentieuses que d'espérer avoir, je dirais, le colistier dans leur rang. Ça, il n'y a rien à dire autour, ça c'est une réalité. Maintenant, on peut me dire qu'il y aura des situations inconsoles, mais je dis que ça ne serait pas de nature
à démobiliser ou plutôt à impacter le résultat si en tant que Patrice Talon reste candidat de la mouvance présidentielle. Ça, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que j'insiste pour dire que les forces de l'opposition qui estiment et qui attendent que le chef d'État se prononce sur sa candidature éventuelle ou pas, eh bien, ces forces-là sont dans l'erreur, c'est en train de travailler pas sur le terrain, avant que le chef d'État ne se prononce. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Je voudrais dire, pour ces partis... Ce sera la dernière prise de parole par rapport à ce sujet. Pour ces partis de l'opposition que je respecte très bien, n'est-ce pas? Ils ont intérêt, n'est-ce pas, à travailler avec la probabilité forte de voir le chef de l'État candidat. C'est-à-dire, il faut maximiser ses chances. Vous allez avec l'idée que le chef de l'État ou le candidat que vous craignez le plus est vraiment candidat. Ça multiplie vos chances, c'est-à-dire que vous vous armez davantage pour affronter quelqu'un que d'une manière ou d'une autre, vous pensez qu'il a plus d'armes que vous. Mais si vous voulez dire que bon, il vient désarmé ou bien il n'est plus candidat, ça pose un véritable problème. Maintenant, la question du duo présidentiel, du colistier, il faut reconnaître que ça ne fera que briser, n'est-ce pas, les relations ou l'harmonie au sein des partis. Contrairement à Akibé. Ça ne va pas émousser l'ardeur des partis politiques de la mouvance à soutenir le candidat ou le colistier qu'on aurait retenu. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça peut ne pas avoir, autant d'impact, mais il aura des fissures au sein du parti. Parce que le bloc républicain et l'Union progressiste, qui sont les deux blocs qui soutiennent le chef de l'État, soutiennent le chef de l'État et non le colistier, parce que le colistier n'était pas encore en action que nous sachions pour dire non, on le soutient. Maintenant, la question de la discipline de groupe peut se poser, n'est-ce pas? Et je suis sûr que c'est sur ça que mise Akimé pour dire que ça ne va pas. Nous avons beaucoup de sujets à aborder, s'il vous plaît. Oui, vous permettez. Non, je ne minimise pas qu'il y a des grincements dedans, mais dit que ça ne sera pas de nature à ébranler, je dirais, la mouvance présidentielle de soutien apporté au chef de l'État. Si tant est que Patrice Talon reste le candidat, reste le champion. Ça, il n'y a rien à faire là-dessus. Christian, j'insiste sur la question parce que, eh bien, vous prenez quelqu'un comme Joël, c'est pas réclamé d'une formation politique. Malgré que la question du parrainage ne soit pas encore réglée, malgré qu'il n'a pas été encore dit officiellement que Patrice Talon est candidat ou pas, il est sur le terrain. On peut me dire, on peut le traiter comme certains l'ont traité, plaisantin, tout ce qu'on veut qu'on sort, mais ce qu'il est sur le terrain, c'est qu'il ne continue pas à échanger avec les populations. Il ne manque pas d'arguments. Exactement. Est-ce que ça empêche les forces de l'opposition, Christian Dandédia, d'être sur le terrain? Les forces de l'opposition ont l'expérience. C'est peut-être jouer la bonne. C'est cette expérience-là qui leur demande d'attendre que Patrice Talon se prononce d'abord avant d'être sur le terrain. Si c'est ça l'expérience, là je suis désolé. Je pense aussi ici, actuellement dans les états-majors, il y a des calculs, il y a des hypothèses, c'est concernant la question du duo. Et c'est vrai que Cotonou est très élitiste. Nous, on fait nos débats de sachant sur le plateau. Ben, je ne vois pas la vieille de Gouagounou, je ne vois pas un fils de Gouagounou descendre là-bas et dire, écoutez, pour aller à une élection présidentielle, Patrice Talon a choisi quelqu'un de telle région pour être son colistier. La vieille va dire, mais écoutez, il n'y a pas un fils de chez moi, de chez vous ici pour être candidat. En fait, la question se pose comme ça, les thèmes, je dis, c'est assez banal, mais il faut le prendre comme tel. Donc, je pense que c'est la seule grande équation aujourd'hui à régler au niveau des états-majors, c'est la question du duo. Il faut qu'ils désignent leur candidat, qu'ils désignent leur colistier, qu'ils ne commencent pas à battre, qu'ils ne commencent pas à travailler sur le terrain. Nous ne sommes plus à 5 mois, nous sommes à mot de 5 mois. Et vous entendez, je vais partager avec vous ce message. Il dit, bon, ben, nous n'avons pas suivi le calendrier des journalistes. C'est pas grave. Dans ma nous n'avons pas les mêmes agendas. On ne va pas suivre votre calendrier. Alors, le chef de l'État, il est toujours sur le terrain. Bon, nous, on fait nos analyses, on ne leur met pas la pression. Pas du tout. Alors, la Takora et la Donga sont passés au peigne fin par le chef de l'État qui continue, sont en train, puisque le chef de l'État sera dans la Donga aujourd'hui. Djougou, qui va l'accueillir? Oui, Djougou avait annoncé les couleurs. Je crois que la différence de plusieurs communes que le chef de l'État a visitées, et André a bien fait de le souligner hier, c'est que Djougou a été dans l'anticipation. Et moi, ça ne me surprend pas parce que je me rappelle qu'à l'occasion d'une des sorties officielles de l'actuel maire de la commune de Djougou, Malik Sebou Gomina, c'était dans le stade à Tchoukma de Djougou, il faisait dire, au nom de la population de Djougou, il faisait envoyer des messages. Il allait dire au nom de la population de Djougou,
au chef de l'État par l'entremise du ministre d'État qui était présent, celui-là. Je crois était un témoin oculaire de la situation, où il disait par exemple, dites au chef de l'État, c'est-à-dire vous, ministre d'État, dites au chef de l'État que Djougou a besoin de ça. Djougou a besoin de ça. Aujourd'hui, eh bien, il est la voix la plus autorisée pour porter, je dirais, les doléances de la commune de Djougou. Et il a déjà commencé par le numéro parce que, eh bien, le chef de l'État ne vient pas à Djougou pour passer toute la journée. Il ne vient pas à Djougou pour faire 48 heures ou 72 heures. Ça peut être 1 heure, 2 heures maximum, il est parti. En 2 heures, c'est une évidence que, tenant compte du protocole, eh bien, il ne peut pas entendre tout ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, le maire de la commune de Djougou a été dans l'anticipation à travers les visuels et annonce déjà les besoins des populations de Djougou dont il est aujourd'hui le premier citoyen. Djougou a besoin de ci, Djougou a besoin de ça. Djougou remercie Patrice Talon pour les œuvres déjà entreprises. Le marché, le terrain, exactement. Mais ça n'est pas suffisant. Donc, même si aujourd'hui... Le vaste programme d'asphaltage, par exemple. Tout à fait. Même si le plan Patrice Talon vient à Djougou aujourd'hui et fait 45 minutes, eh bien, il a déjà, avant même d'arriver à Djougou, les échos des besoins des populations de Djougou. Je crois que, eh bien, ça, c'est l'anticipation et le sens de la réactivité sont de mise au niveau du maire de la commune de Djougou. Et c'est tout bénéfique pour les populations de cette localité. C'est un communicateur. C'est ça. Je dis qu'il y a un avantage d'avoir un communicant à la tête d'une commune comme Djougou, ou alors d'avoir un maire qui connaît vraiment le rôle de la communication, le poids de la communication dans la réussite de mandat. Il a évoqué tantôt les visuels, les panneaux. Et justement, il faut rappeler que les équipes qui accompagnent le chef de l'État séjournent dans les communes bien souvent, sont 12 heures, 4 jours à l'avance. Ils ont déjà les échos, ils ont déjà les informations. Donc ça permet au chef de l'État de savoir déjà ce dont la commune de Djougou, ce dont cette commune rêve pour son développement. Mais soit dit en passant, je vais rappeler, quand même parler de cette communication de la chef de l'État pour me demander aujourd'hui à quelle étape il est, si ce ne sont pas les ressources qui nous informent. Alors même que, ouais, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Bouli a fait des tournées dans ce pays, et il était suivi par pratiquement tous les médias. Et ça fait une diversité dans le traitement de l'information. Ça permettait par exemple, si on avait quelqu'un sur le terrain à cette heure-ci, on aurait pu le recevoir en direct dans cette émission qui nous fasse le point de la tournée d'hier, parce que justement, ce n'est pas normal que c'est quand un média finit de diffuser des informations qu'on envoie ça à d'autres médias. Je pense qu'il faut peut-être revoir ça, parce que après tout, c'est un chef d'État qui est en mission, ce n'est pas un candidat, ce n'est pas un particulier qui est en train de faire une tournée. Il faut en tenir compte. Oui, Wahab. Oui, non, je voudrais dire que pour la destination de Djougou, n'est-ce pas, j'exagère si je disais que ce n'était même pas important que le chef de l'État aille à Djougou. Pour dire que c'est bien, c'est ma commune, il faut le préciser. Il faut le préciser. C'est pour dire quoi? Que le maire actuel de Djougou a travaillé à ce que le chef, n'est-ce pas, à ce que le chef de l'État soit informé de tout ce, en fait, de l'état de santé de la ville de Djougou. Le chef de l'État a été remercié pour les actions au cours de son mandat qui sont arrivées à Djougou, mais les besoins de Djougou ont été exprimés à travers les visuels. Un style de communication que le maire Malik Sebou Gomina a trouvé, n'est-ce pas, pour anticiper, parce que le chef de l'État ne viendra pas pour faire des jours à Djougou. Il a selon son agenda, il a à peine 45 minutes ou bien 1 heure de temps. Ça veut dire qu'il n'aura pas le temps d'écouter tout le monde. Mais il y a des visuels qui rappellent au chef de l'État qu'il faut que l'asphaltage, quelle que soit la phase, puisse passer à Djougou. Il y a des visuels qui rappellent au chef de l'État que les jeunes ont besoin de stade pour le sport. Un stade vraiment de qualité. Il y a des visuels qui rappellent au chef de l'État qu'il y a des zones dans la commune de Djougou, n'est-ce pas, qui ont besoin d'électrification. Il y a des visuels qui rappellent au chef de l'État qu'on a besoin d'eau potable, qu'on a besoin d'accompagnement en termes d'assainissement et autres dans la commune. Bref, les besoins sont nombreux. Et le chef de l'État, je suis sûr, quand il ira à Djougou, c'est pour s'assurer que ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'on lui a fait comme compte rendu sur papier était vraiment une réalité. Sans oublier, n'est-ce pas, cette chaleur humaine que les populations attendent du chef de l'État. Donc le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, j'en suis sûr. Maintenant, pour en revenir peut-être à la méthode de communication du chef de l'État, peut-être tel que guidé par la direction de communication, c'est peut-être la plus grande expérience
du chef de l'État depuis sa prise de service, et que bon, pour un coup d'essai, n'est-ce pas, il faut attendre que pour parvenir à ce que cela soit un coup de maître, on puisse corriger les choses de manière à ce qu'il y ait une certaine participation de toutes les chaînes lors des tournées du chef de l'État. Apparemment, il y a de ces chaînes qui ont une primeur sur les informations et c'est 48-112. C'est ça qui s'est fait, ce décalage dans les informations. Un peu comme l'a dit Herman, on aurait une équipe qui accompagne le chef de l'État, que tout de suite sur l'émission, en vue d'accompagner, en vue d'informer les populations, on puisse savoir à quelle étape on est, de nous faire le point des destinations du chef de l'État hier et qu'est-ce qui est prévu pour la suite. Est-ce qu'il y a eu de modifications et autres? C'est comme ça. Donc, être informé par les réseaux sociaux, alors qu'il y avait possibilité d'avoir une équipe de canal, par exemple, dans le rang, une équipe de professionnels dans le rang. Je pense qu'il ne faut pas souvent écarter ces détails-là. Alors, vous retrouvez souvent en difficulté à circuler sur les rues asphaltées, Herman Parfait à Niambossou, surtout lorsque vous arrivez au niveau des intersections. Oui, difficulté, c'est quand même c'est la moindre des choses. Effectivement, vous constatez avec l'état actuel des voies asphaltées, si ce n'est pas du bitume, c'est des voies pavées. Vous constatez qu'il y a une sorte une foule de la jeunesse qui roule à vive allure et qui ne se rend même pas compte qu'elle est venue à une intersection. Et résultat, il y a un de nos conducteurs qui a failli se faire ramasser déjà par 2 fois à un carrefour parce que justement, arrivé là, lui, il a pris le temps de freiner, mais il y a un véhicule qui passait comme ça. Donc je pense que, et c'est le cas dans la plupart. Vous imaginez, le gars, il avait des difficultés à circuler sur les voies cabossées et autres. Cette fois-ci, bon, il y a le goudron, il y a le pavé, ça circule normalement bien. Bon, il s'adonne à la vitesse. Oui, c'est cela que dans certains pays comme ça qui changent de visage, il est prévu des structures pour offrir aux jeunes ou pour offrir aux usagers de nouveaux comportements parce que justement, quand on fait l'infrastructure comme ça s'accompagne d'une sensibilisation, ça s'accompagne, et je crois que c'est le CNSC qui est à propos, qui ne doit pas rester dans son bureau et qui doit mettre des équipes sur le terrain pour sensibiliser les jeunes, occuper les médias pour leur dire attention, il y a de nouvelles voies, c'est vrai, ça offre une certaine aisance dans la circulation, mais faisons attention. Quand vous allez jouer dans la rivière aujourd'hui, avec les jeunes enfants de Yovo qui peuvent rouler motocross n'importe comment, je pense qu'il faut faire attention, sinon on a beau faire de nouveaux quartiers, des quartiers à visage très joli, mais on risque d'enregistrer beaucoup de Non, c'est une vérité que décrit là Herman à Niambossou, parce qu'effectivement, avec les rues asphaltées dans les quartiers, surtout dans les agglomérations, on a constaté en quelque sorte l'excès de vitesse. Avec les crevasses qu'on n'avait pas le passé, ça nous obligeait à rouler à vitesse modérée. Mais aujourd'hui, on dirait que tout est arrangé et qu'on roule à vive allure. Et puis cela me rappelle un peu quand on avait fait la voie de Zé, quand on a Zé plat pour descendre à la commune, c'était par le passé une voie enclavée, s'il faut le dire, très enclavée. La traversée était très difficile sur cette voie. Mais quand vous avez un ami qui habite là, au moment où, en tout cas dès le début, on a tracé le goudron, vous pouvez ne plus le voir pendant 2-3 semaines, et après quand tu lui demandes un boulot accident clé, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a fait un choc clé. Il banalise parce qu'il file à vive allure sur la voie, et puis justement il y a souvent il se ramasse souvent. Ou alors c'est une bête qui va traverser. Merci. Voilà, donc dans les agglomérations il y a un véritable problème. Même quand vous prenez au niveau de Canal où les pavés de asphaltage sont passés par là, il y avait des punais qu'on mettait, mais il y a de ces voitures qui roulent et qui ont fini même pas tout détruit. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est de sensibiliser les conducteurs de motos, de voitures, que ce soit taxi ou privé, des véhicules personnels, n'est-ce pas, à rouler avec attention. Et que les populations elles-mêmes, n'est-ce pas, lors de la traversée, puissent faire davantage attention. Dans ces agglomérations, il y a des écoles qui, malgré les plaques qu'ils mettent pour limiter la vitesse, les gens ne respectent pas. Donc je pense que l'équipe du CNSC habituée à être sur le terrain, encore une fois, est invitée, on ne dira pas interpellée, est invitée à sortir des 4 murs de son bureau.
c'est d'ailleurs pas leur habitude. Ils sont toujours sur le terrain. On connaît l'effort de Aubin Adoukonou et de ses éléments sur le terrain. Encore une fois, on les invite à passer à la sensibilisation de manière à ce que les gens sachent que ces infrastructures, c'est en notre bénéfice. Il ne faudrait pas qu'on ait la beauté dans les rues et le malaise avec les membres des enfants cassés. La seule crainte que j'ai avec les invités de ce matin, c'est que les situations d'équipe ne sont pas au niveau, je dirais, des gros axes, des grands axes, quoi. C'est dans les rues. Ça va être un peu plus compliqué parce que oui, d'accord, on veut espérer que le CNSR continue avec la sensibilisation, mais le CNSR n'est très souvent pas dans nos quartiers, dans nos rues et consorts. Donc je crains que l'invite ne soit peut-être adressé par la personne la mieux indiquée. Peut-être qu'il faut espérer que les chefs de quartier, que les populations elles-mêmes, je crois que c'est de ça que les questions, parce que l'entretien de ces infrastructures, s'il y a accident, c'est que l'infrastructure doit sortir en coup, il n'y a rien à faire. Donc peut-être espérer que le chef quartier, que les chefs d'arrondissement, bien entendu, travaillent certainement à sensibiliser les populations elles-mêmes pour qu'elles puissent adopter un comportement qui s'impose. Sinon, on a beau tout dire ce matin, ça va être un peu plus compliqué pour le CNSR de se retrouver dans les rues. Parce que quand on parle par exemple des rues asphaltées derrière Canal 3 Bénin, je crois que ça va être un peu plus compliqué pour le CNSR de jouer ce rôle-là. Vous allez dans la haie vive, là également, j'estime que ça va être un peu plus compliqué. Je veux peut-être croire que les populations elles-mêmes, et à travers elles, le chef d'arrondissement, le chef de quartier et consorts, puissent coaliser les énergies pour travailler à ce que ces éléments-là puissent être pris au sérieux, pour ne pas avoir non seulement à dégrader les infrastructures, mais comme l'a dit Wahab dans le vernaculaire fond, on ne va pas se plaindre de quelques égratignures. Je crois que c'est un peu ça. L'accident clé. Voilà. Les populations sont beaucoup plus interpellées à adopter de bons comportements au niveau de ces axes qui ont été asphaltés. D'accord. Dans un court instant, on va retrouver Zakat Latouni et son invité, Dr Cédric Achomayon. Il est médecin endocrinologue. On parlera donc de la maladie du diabète. Mais très rapidement, j'aimerais vous emmener à vous prononcer sur la campagne cotonnière 2020-2021, la campagne qui est lancée en fin de semaine dernière. On attendait 850 000 tonnes de production, mais malheureusement, nous aurons 675 000 tonnes pour cette année. Les raisons évoquées, la pandémie du coronavirus et puis la pluviométrie capricieuse, Vandana Bossou. Oui, pour qui connaît un peu comment la production cotonnière se passe sous nos cieux, c'est normal que de telles intempéries puissent effectivement faire infléchir la tendance. On est passé, on attendait 800 et quelques mille tonnes, désormais c'est 675 000 tonnes, mais bon, ce qu'on retient des propos du ministre de l'Agriculture, c'est que le Bénin maintient toujours sa position de premier pays producteur de coton. C'est vrai qu'on ne fera pas dans la paresse. Il ne faudrait pas qu'on se dise oui, même si c'est comme si dans une salle de classe, vous avez votre enfant qui est premier de sa classe, mais avec 6 et quelques de moyenne. Ça veut dire que toute la classe doit être revue. Parce qu'un enfant qui est premier, on espère qu'il ait au moins, c'est pas 15, 16 de moyenne, mais s'il vient, il vous dit qu'il a 11 de moyenne alors qu'il est premier. Ça veut dire que donc je pense que c'est un problème majeur. Il faut peut-être voir comment est-ce qu'on fait en sorte que Dame Pluie ne puisse plus forcément agir sur le coton. Comment faire en sorte que nous puissions avoir des rétentions d'eau, je sais pas, les spécialistes savent comment ils appellent ça, pour qu'on puisse quand même irriguer les terres, pour faire en sorte qu'on ne soit plus laissé à la merci parce que c'est pas la première fois que le Bénin est en train d'enregistrer pareille situation, liée toujours à la pluviométrie, à tout et tout. Je pense qu'il faut qu'on aille vers des solutions durables et pérennes. Oui, Akimé. Bon, les agronomes sont mieux placés pour expliquer scientifiquement, je dirais, le constat fait par le ministre de l'Agriculture. Mais toujours est-il que oui, bon, 850 000 tonnes pour 675 000 tonnes, bon, la différence n'est pas négligeable, je suis d'accord, mais les raisons sont évoquées. Les raisons sont évidentes. On nous a parlé de pluviométrie, on nous parle aussi de la pandémie de Covid-19. Donc je crois que ce sont des éléments qui dépassent l'entendement des producteurs. Et donc ce sont des causes exogènes. Et donc du coup on va faire avec et espérer certainement que la pluviométrie s'améliore une autre fois afin que nous puissions atteindre les 850 millions, sinon autrement quoi. Je crois que les raisons sont évidentes et puis il faut faire avec, travailler peut-être à diversifier, comme c'est d'ailleurs le leitmotiv, je dirais, des gouvernants, diversifier le secteur agricole pour qu'on n'ait pas simplement à compter simplement sur le coton. Donc, je
Je crois que il n'y a pas matière à polémiquer, quoi. Oui. Non, moi, je voudrais qu'on puisse tirer un coup de chapeau, n'est-ce pas, à nos braves producteurs qui ont fait un véritable effort, parce que les raisons qu'on a évoquées sont véritablement indépendantes, n'est-ce pas, de leur volonté. Ce n'est pas une négligence, ce n'est pas une baisse de forme ou un manque d'engouement à faire le travail. Avec les mesures prises par le gouvernement en vue de booster la filière coton, bien de nos producteurs ont compris le message et depuis plusieurs années ont commencé par se mettre dans la danse. Ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas, qu'on en est arrivé à être premier sur le continent. Sur le continent. Et force est de constater qu'en dépit, n'est-ce pas, de la saison de cette année, la pluviométrie dite capricieuse, parce qu'il y a eu des endroits où on attendait, ou des périodes où on attendait la pluie, elle n'est pas venue, pour dire qu'elle est venue tardivement. Il y a eu des moments où on n'entend pas la pluie sans ce moment que c'est venu. Donc ça a bouleversé en quelque sorte le calendrier des producteurs. Il faut peut-être voir un management qui amène, et cela à cette raison s'ajoute bien entendu le coronavirus qui n'a épargné aucun secteur. Voilà pourquoi en amont je disais que c'est indépendant, n'est-ce pas, de la volonté des producteurs. On va souhaiter, n'est-ce pas, parce que c'est vrai, la différence entre 800 et quelques tonnes et 675 000 tonnes, n'est-ce pas, ce n'est pas petit, ça fait pratiquement 150 et quelques. Ça pose un véritable problème, mais c'est déjà heureux de voir qu'on est encore dans la danse. Maintenant, ce que disait Herman, qui ne manque pas de pertinence, je voudrais faire reconnaître que les agronomes sont mieux placés pour le dire, mais c'est beaucoup plus facile quand on a affaire à des produits consommables, les tomates et autres, pour que ce système d'irrigation puisse marcher. Peut-être un système qui et là ça devient à l'échelle industrielle. Ça va demander beaucoup. Il va falloir donc que les perspectives, les projections aillent dans ce sens, de manière à ce que l'accompagnement justement, nous avons suivi dans l'une de ces communications, le chef de l'État parlait d'un système du genre, un bassin qui pourra... Merci. Donc pour avoir l'irrigation qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de la... ou au cas où la pluie ou Dame Nature fait ses caprices, n'est-ce pas, on puisse utiliser ces installations à l'échelle industrielle, encore une fois, pour que on ne soit pas en période de perte comme c'est le cas cette année. Mais ce qui est sûr, je crois que c'est le sujet, il faut peut-être bien le décortiquer, il faut fouiller là-dedans. Au-delà des deux causes qui ont été avancées, on nous a parlé de la faible pluviométrie, on nous a parlé de la pandémie de Covid-19, c'est que n'oublions pas aussi qu'il peut aussi y avoir à l'interne, je dirais, peut-être des situations de dette des producteurs. Ça aussi, ça peut émousser l'ardeur des producteurs. Donc je crois que officiellement d'accord, mais j'estime qu'il y a bien beaucoup d'autres raisons également qui pourraient participer à cela. Vous avez des nouvelles des écureuils? Ils viennent au jour aujourd'hui. Les écureuils se portent à merveille. La preuve, c'est qu'ils ont été reçus à dîner hier par les Lesotans, qui exprimaient leur marque de reconnaissance par rapport au geste que le Bénin a fait à leur endroit, puisqu'on rappelait hier sur le plateau ici que pour le retour à Maseru, il n'était pas prévu un retour le dimanche. Le vol commercial qui était prévu pour récupérer les Lesotans n'a pas été disponible. S'il devait y aller, c'est vrai aujourd'hui aux environs de 8h, 9h, 10h qui seront donc à domicile. Donc le Bénin qui a affrété un vol a mis à disposition certaines places pour les Lesotans. Et hier, leur marque de reconnaissance était d'inviter les Béninois à dîner. Ça a été le cas. Vous avez vu un peu les images qui ont circulé un peu sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, constatons que pour les informations reçues de l'officier média des écureuils du Bénin, encore qu'hier, on avait tenté d'avoir dans l'émission Transport un certain Michael Poté. Malheureusement, ça n'a pas été... ça n'a pas marché. Il n'y a que la tour se porte à merveille, se porte très bien. L'ambiance... bon enfant au niveau donc de la sélection nationale. L'avantage de la victoire à Cotonou galvanise la troupe et je parie que si la Baraka accompagne les écureuils du Bénin, ce soir on peut commencer par jubiler pour une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais en termes, je dirais, de la santé actuelle des écureuils, ils se portent très bien. Le moral, il est haut. Le
le sélectionneur Michel Dussuet a son effectif tout en place. Certains qui n'étaient pas de la rencontre à Cotonou ou à Porto-Novo seront là, notamment Michael Potier qui était donc sous le coup d'une accumulation de cartons. Cette fois-ci, il est bien disponible. Donc, étant un cas de la sélection, on sait ce qu'il peut apporter, je dirais, à cet effectif-là ce soir. Mais tu est-il que, pendant que nous y sommes, le slogan c'est on gagne ou on gagne. Je crois que les écureuils ont toutes les chances de pouvoir bien s'exprimer cet après-midi et nous décrocher une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun en 2020. Magnifique. Oui. On pourrait s'attendre à ça. On gagne et on gagne. On gagne et on gagne. Je suis sûr que l'effectif actuel, parce que Hakimi a souligné tout à l'heure, on n'avait pas vu Poté la dernière fois, mais c'est parce qu'il était, je crois, sur le coup des cartons. Il fallait éviter une certaine accumulation. Moi, je voudrais, en dépit de tout, au-delà donc de la victoire que nous espérons et qui, par la grâce de Dieu, sera chose effective très, très bientôt, saluer cette fair play qui a d'abord commencé par la partie béninoise que Hakimi a souligné et qui s'est matérialisé, pour ne pas dire s'est finalisé au niveau de l'équipe adverse, notamment l'équipe de l'Oyoto, qui en temps normal devrait se retrouver au Bercail aujourd'hui. C'est difficile pour eux de jouer. C'était vraiment, ça serait vraiment difficile. Mais l'équipe béninoise, qui bien entendu n'a pas voulu mettre son adversaire en difficulté, n'est-ce pas, a été davantage fair play en apprêtant un vol pour les amener à destination. Je pense que c'est toujours ça. Les matchs doivent être des moments de fête. Au-delà de tout, chacun déploie son énergie pour peut-être remporter la coupe, pour pouvoir gagner, mais il faut toujours se faire plaisir là, et ça fait grandir les équipes. Encore une fois, on va souhaiter bonne chance à l'équipe nationale, aux éléments donc on se mettra en jaune tout à l'heure. Michel Dussuet, sur qui on compte encore une fois pour faire un bon choix, n'est-ce pas, à mettre sur le terrain. Oui, on gagne. C'est un jour heureux pour le Bénin et il faut que les écureuils puissent quand même nous accompagner aussi dans la célébration de cette victoire et dans la célébration de l'anniversaire de Christian dans les gens. À tout à l'heure. Ça sera un nouveau cadeau. Il faut quand même qu'on puisse célébrer. Avec la victoire des écureuils ne fera que en fait, ça sera merveilleux. On va pouvoir dire quand je fêtais tel anniversaire, les écureuils ont pu, voilà, donc c'est pas mal. Un 3-0 par exemple, c'est pas mal. Un 17-0 aussi, c'est pas mal. Non, 3-0, sois réaliste, 3-0. Bon. Merci à vous. Merci Herman, merci à vous. Wakab Alikpara, Hakimi Sedou Sedi. Merci. Très bonne journée. Rendez-vous demain. On observe la pause, je vous reviens juste après en compagnie de Zakat Latunji et de son invité, Dr Cédric Karomayo, il est médecin endocrinologue. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Ce matin, on parlera du diabète. Quels sont les facteurs de risque, les symptômes, comment l'éviter, donc parler de la prévention. Et si vous l'avez, quels sont les traitements? On aborde le sujet avec Dr Cédric Achomayon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes médecin. Et Zakiat Latouji qui va vous recevoir. Bonjour Zakiat. Bonjour Christian. Bienvenue. Bonjour docteur. Merci Christian. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors docteur, avec vous on parle ce matin du diabète. Oui. En fond on dit souvent adovivision. En termes très simples, comment on peut expliquer ce que c'est que le diabète à toutes ces personnes qui nous suivent? Merci pour la question. Monet, le diabète revient à dire tout simplement que le diabète est égal à un taux de sucre élevé dans le sang. Bon, alors, au regard de cette réponse que vous donnez, je suis tentée de demander, est-ce que c'est parce que je consomme du sucre raffiné, que je mets par exemple des morceaux de sucre dans mon repas, mon lait, ma bouillie, etc., que je peux avoir le diabète? Si, la possibilité existe, puisque le diabète, communément le diabète de type 2, c'est deux choses. C'est la génétique, c'est l'hérédité, plus les facteurs environnementaux. Donc, si je consomme beaucoup de sucre, si j'ai de mauvaises hygiènes alimentaires, oui, je peux avoir le diabète. Mais est-ce que c'est parce que je prends le sucre que je dois avoir le diabète? Non, c'est pas vrai. Mais si j'en consomme exagérément, je peux l'avoir. Alors, vous avez parlé de diabète de type 2, ça veut dire qu'on a différents types de diabète. Oui, nous en avons classiquement 4. Il y a le diabète de type 1, qui est le diabète de l'enfant, de l'adolescent pour la plupart du temps. Là, le pancréas ne fonctionne plus du tout, donc ne sécrète plus d'insuline. Il y a le diabète de type 2, c'est la forme commune qui fait près de 90% des patients qui vivent avec le diabète. Là, c'est des patients d'un certain âge relativement âgés, après 35 ans pour la plupart du temps, qui sont obèses, qui ont d'autres facteurs de risque associés. Il y a le diabète au cours de la grossesse, le diabète gestationnel. Et il y a des médicaments qui peuvent entraîner un diabète. Donc, ça fait 4 catégories globalement. La consommation d'un certain nombre de médicaments. Alors, pourquoi aujourd'hui il est important de sensibiliser la communauté sur le diabète? Il est important de sensibiliser la communauté sur le diabète parce que déjà, ils ne savent pas ce que c'est que le diabète. Et j'en profite pour dire que le diabète est une pathologie silencieuse, chronique, caractérisée par une élévation du taux de sucre dans le sang, mais qui ne se guérit pas, malheureusement. Il y a une enquête qui a été faite au Bénin en 2008, reprise en 2015, qui a montré que près de 97% de la population qui devrait aller se faire dépister une fois au moins n'avait jamais fait de glycémie. Donc, la population en âge de faire le diabète ne sait pas que le diabète existe, ne sait pas que le diabète est une maladie chronique et pourvoyeuse de nombreuses complications, mais aussi qu'elle est tueuse. Donc, il faut informer pour que les gens puissent prendre, la population puisse prendre les précautions afin de ne pas faire le diabète. Et quand ils l'ont, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez évoqué le thème glycémie, qui est en fait le test qu'on fait pour apprécier le taux de sucre dans le sang. C'est bien ça? Oui, c'est bien alors, ça. est-ce qu'on peut se décider d'aller simplement à l'hôpital et dire « je veux faire un test de glycémie » Et là, ça ramène la question du dépistage. Vous savez, j'ai bien dit que le diabète, en l'occurrence le diabète de type 2, est une pathologie silencieuse et chronique. Donc, elle ne se fait pas savoir. Donc, après 35 ans d'âge, quand on a 35 ans, il faut aller faire une glycémie au moins une fois par an. C'est important. Maintenant, à l'endroit des parents, les parents qui ont des enfants obèses ou en surpoids de plus de 10 ans et ou ayant atteint la puberté, il faut qu'ils leur fassent faire une glycémie au moins une fois par an aussi.
histoire de dépister la pathologie, de savoir si on l'a ou pas, et quand on l'a pas, on prend les mesures pour ne pas l'avoir. Alors, avec certains de vos collègues, vous êtes réunis au sein d'une association, c'est Ablodé. Oui, l'association béninoise de lutte contre l'obésité, le diabète et les endocrinopathies. Nous avons rencontré quelques médecins endocrinologues, membres de votre association, dont vous d'ailleurs. Je vais vous inviter à suivre le reportage que nous avons réalisé dans un des centres de prise en charge et de traitement du diabète. 3 médecins endocrinologues en pleine séance de travail. Ils échangent sur la célébration de la 29e journée mondiale du diabète, une occasion de sensibilisation et d'information de la communauté sur cette maladie silencieuse qui touche de plus en plus de personnes un peu partout dans le monde. Dans le monde, actuellement, il y a 425 millions de personnes qui souffrent du diabète. Et ça, c'était les statistiques de 2019. En 2045, on prévoit que ce chiffre passera à 700 millions. Au Bénin particulièrement, il y a eu une enquête qui a été réalisée, l'enquête STEPS, en 2015, qui avait montré que la prévalence de l'hyperglycémie au Bénin était de 12,4%. Mais avant cela, la prévalence était de 2,6%. Donc le taux des patients vivant avec une hyperglycémie au Bénin a quadruplé en moins de 10 ans. Et c'est l'une des raisons qui a motivé ces médecins et plusieurs autres de leurs pairs à s'engager dans la lutte contre le diabète. Ils sont tous membres de l'association béninoise de lutte contre l'obésité, le diabète et les endocrinopathies. C'est une association qui s'est donnée comme mission d'informer la population béninoise afin que nos frères, nos sœurs et nos parents sachent ce que c'est qu'entre autres le diabète, l'obésité et prennent les mesures préventives afin de ne pas venir nous voir malades ou de venir sans avoir les complications. La plupart des patients se font consulter à l'étape des complications. Ils sont face à un certain nombre de signes qui les amènent à se diriger vers les professionnels de la santé. La plupart des patients ne se plaignent de rien du tout, ils n'ont pas de signe de la maladie. Mais lorsque les symptômes sont présents, ils peuvent signaler une soif excessive, ils peuvent aller fréquemment uriner, ils peuvent maigrir ou alors ce sont les signes des complications telles que troubles de la vision, une dysfonction érectile, ils peuvent faire un AVC ou alors ils peuvent se retrouver à la dialyse. Pour éviter d'en arriver là, la sensibilisation est donc essentiellement axée sur les facteurs de risque, de même que les mesures préventives, afin d'amener les populations à prendre conscience du mal et surtout à être rigoureux sur le suivi de leur santé. Les sujets âgés vont développer plus à partir de 35 ans. Ils peuvent développer un diabète surtout s'ils sont en obésité ou en surpoids. Les enfants à partir de 10 ans ou en âge de puberté qui sont obèses ou en surpoids ont un risque de développer un diabète. La sédentarité est un facteur de risque. Une mauvaise hygiène alimentaire aussi un facteur de risque. Les sujets qui ont un antécédent dans la famille des parents qui sont diabétiques sont aussi à risque de développer un diabète. Les sujets qui sont hypertendus, qui ont un taux de cholestérol élevé, sont à risque. Les femmes enceintes qui ont eu à accoucher au cours des grossesses précédentes des enfants de plus de 4 kilos sont à risque de développer plus tard un diabète. En ce qui concerne la prévention, les conseils sont résumés en 5 différentes leçons pour se mettre à l'abri du diabète. Ces leçons portent entre autres sur la qualité de l'alimentation, la pratique du sport et le dépistage. La première leçon, il s'agira de manger équilibré et de manger sainement. La deuxième leçon, c'est de préférer l'eau aux boissons sucrées et à la bière. La troisième leçon, c'est de faire une activité physique régulière, 35 minutes à 45 minutes, 4 à 5 fois par semaine. Et puis, quand on a un certain âge, après 35 ans, il faut se faire dépister systématiquement une fois par an. Et pour un contrôle adéquat des facteurs de risque pouvant faciliter la survenue du diabète, il est également conseillé de prendre régulièrement son poids, sa tension artérielle et de mesurer son tour de taille. Voilà, ça c'était l'élément que nous avons réalisé avec quelques médecins endocrinologues. Je voudrais revenir rapidement sur les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque du diabète? Quels sont ces comportements que nous-mêmes nous avons qui sont susceptibles de nous exposer au diabète? Merci. Susceptible de nous exposer au diabète, je vais en citer quelques facteurs.
quand on mange mal, quand on mange pas sainement et qu'on mange pas équilibré, ça facilite l'installation d'un diabète. Quand on mange mal, c'est-à-dire, parce que moi je peux supposer que ce que je mange c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut pour être sûr que je mange bien? Il faut manger équilibré. Il faut que dans une assiette, il y ait des féculents, de la protéine, mais aussi des fruits et des légumes à chaque repas. Que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, il faut que les repas soient constitués ainsi, mais en des proportions correctes. Il faut un quart de glucides ou de féculents. La moitié doit être constituée de légumes et l'autre quart de protéines. Par exemple, pour que l'assiette soit équilibrée. Hormis ça, une femme qui a fait un bébé de plus de 4 kilos est susceptible de développer un diabète. Donc, il faut la faire dépister. Quand vous avez plus de 35 ans, vous êtes obèse ou en surpoids, vous êtes susceptible de développer un diabète. Il faut se faire dépister. Vous êtes hypertendu, vous pouvez développer un diabète. Vous ronflez, vous pouvez développer un diabète. Vous prenez certains médicaments comme un traitement pour le VIH, des glucocorticoïdes, vous pouvez développer un diabète. C'est des situations qui sont à risque d'instaurer un diabète et dans lesquelles il faut se faire dépister. Il vaut mieux éviter de se retrouver face à un diabète. La meilleure chose à faire, c'est de prévenir, puisqu'on a dit que c'est une maladie chronique. Alors, pour la prévention, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour la prévention, on va résumer ça en 5 attitudes. La toute première, il faut manger sain et équilibré. C'est la première des choses et j'ai expliqué tout. La deuxième chose, il faut préférer l'eau aux boissons sucrées et à la bière. La troisième chose, il faut faire de l'activité physique régulièrement, c'est-à-dire au moins 4 à 5 fois dans la semaine pendant 35 à 45 minutes. Et si on vient récupérer tout ça samedi ou dimanche? Non, on garde le bénéfice d'une activité physique que pendant 48 heures. Donc il faut la faire régulièrement. Donc ça ne sert à rien de faire 2 heures d'activité physique le week-end et peut-être s'asseoir et remanger avec les amis avant de rentrer. Il faut décomposer 35 à 45 minutes, 4 à 5 fois dans la même semaine, chaque semaine. Et puis, en 4e point, il faut se faire dépister. Après 35 ans, je le répète, après 35 ans, une glycémie au moins une fois par an. Et on dit souvent, vous pouvez choisir votre date d'anniversaire. À votre date d'anniversaire, vous allez faire un test de glycémie pour votre propre santé. Quand vous avez des enfants de plus de 10 ans qui sont obèses ou en surpoids, vous leur faites faire une glycémie au moins une fois par an aussi. Maintenant, puisque le diabète se fait souvent accompagner d'autres facteurs de risque, au moins une fois par an, il faut prendre son tour de taille parce que l'obésité abdominale est un facteur de risque. Il faut se peser et il faut prendre sa tension artérielle. Si on arrive à adopter ces 5 comportements déjà, on travaillera à ne pas avoir le diabète. D'accord. Donc, si on suit tout ça, on a beaucoup plus de chances de ne pas avoir. Oui, on n'est pas épargné totalement. Mais on parle de beaucoup plus de chances. Mais on l'évite. Pour le cas où on fait une glycémie et qu'on estime que vous avez le diabète, qu'est-ce que le médecin fait pour vous accompagner? Puisque vous l'avez dit, c'est une maladie qu'on ne guérit pas. Oui, on ne guérit pas du diabète, mais on peut vivre avec et on peut vivre avec correctement. Pour peu qu'on veuille se faire suivre, pour peu qu'on est compliant au traitement. Donc, quand vous allez faire une glycémie et il arrive que le médecin vous dise que vous êtes diabétique, il faut se faire suivre. C'est pas facile de l'accepter parce que ça pourrait psychologiquement vous déstabiliser, surtout qu'on ne la guérit pas cette maladie, mais il faut accepter de se faire suivre. Et ça commence par les mesures hygiéno-diététiques. Il arrivera un moment où on va mettre un traitement puisque le diabète est une maladie évolutive. Et ça passe, on évite les complications parce que c'est une maladie qui donne énormément de complications. On peut perdre la vue, pour les hommes, on peut devenir impuissant, on peut avoir un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque. Il y a énormément de complications. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand on a le diabète, il faut se faire suivre.
Parce que la maladie est là. Souvent, les malades demandent, mais si vous me dites que je ne peux pas guérir, pourquoi vous voulez que je vienne à l'hôpital? Il faut que vous veniez, il faut que vous vous fassiez suivre parce que ça donne beaucoup de complications. Quand on vous voit, si vous n'avez pas encore les complications, on vous aide à ne pas les avoir. Mais quand vous les avez, on vous aide à les prendre en charge et à ne pas les laisser progresser. Ou en avoir d'autres. Ou en avoir d'autres parce que d'autres peuvent s'ajouter. Docteur Cédric Ahormayon, vous êtes médecin endocrinologue. Oui. Vous avez répondu à nos questions ce matin sur le diabète. Oui. Et merci d'être venu sur notre plateau. Le merci est à vous. Merci pour votre contribution à la sensibilisation de la population. Merci. Et merci à vous, Zakat Latndji. Vous êtes notre spécialiste santé sur Actu Matin. C'est tous les mardis. Merci d'être passé. L'autre rendez-vous avec vous, c'est vendredi prochain à partir de 7h30. Exactement. Exactement. Voilà, bonne suite de semaine. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs, dernier acte de votre matinale Actu Matin. C'est bien quoi? La revue de presse, décryptage, présentation. Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. Le chef de l'État poursuit sa tournée nationale et l'étape du département de l'Atakora révèle l'intérêt des populations pour le projet asphaltage. L'information fait le gros titre du journal La Nation. Tournée du chef de l'État dans les communes, l'Atakora clame son intérêt pour l'asphaltage, pointe le quotidien du service public. Dans l'immense ferveur notée à Kérou, Kwandé, Bokoumbe, Kobli et Materi, écrit la publication, le message a été porté à l'attention de Patrice Talon. En clair, relève La Nation, les populations de ce département n'entendent pas être du reste en ce qui concerne la deuxième phase du dit projet. Elles veulent en bénéficier et en toute plénitude, ajoute le journal, qui nous informe de la confection d'un programme spécial de développement pour la commune de Materi. Mais déjà, le quotidien Fraternité trouve que Patrice Talon dans l'Atakora, c'est beaucoup de souvenirs et de réalisations, mais aussi et surtout des actes indélébiles. Dans ce registre, le journal indique qu'à côté de la renaissance du parc Pandjari, il y a la majestueuse route Natitengu-Bukumbe-Korontier, une des œuvres majeures de ce quinquennat qui, selon Fraternité, booste la fierté des habitants de cette commune et qui a fait grimper le chef de l'État au sommet de l'estime des populations de la région. Du coup, la commune de Bukumbe porte Patrice Talon au pinacle, affiche en manchette le quotidien Le Matin. Et parlant d'estime à Patrice Talon, le quotidien La Cloche nous apprend que partout où il est passé déjà au cours de ce périple, l'homme est invité par les populations à se porter candidat pour l'élection présidentielle de 2021. Ce qui fait dire au journal que c'est une pression populaire exercée par un peuple déçu par le passé et satisfait du mode de gestion du champ de la rupture et du nouveau départ. En tout cas, conclut La Cloche, l'actuel locataire du palais de la Marina est vu aujourd'hui comme un messie du peuple béninois à 5 mois de l'élection présidentielle de 2021. Et pour cette échéance électorale de 2021, le quotidien Fraternité voit dans le développement actuel de l'actualité politique nationale de grandes foulées des potentiels compétiteurs avant le sprint final. Mon confrère fait surtout allusion à la tournée du chef de l'État, à laquelle il ajoute la démarche du professeur Joël Aïvo, présent sur le terrain depuis des semaines. Si pour l'instant, ces deux personnalités sont pratiquement les seules à véritablement marquer leur présence sur le terrain avec des ambitions bien affichées, écrit le journal, le parti Les Démocrates, avec de régulières installations de coordination et la force Corée pour un Bénin émergent, ne sont pas du reste. Et à côté de ces intentions affichées pour un scrutin qui s'annonce ouvert après les promesses du chef de l'État quant à une élection inclusive, Fraternité croit savoir les thèmes de campagne qui séduiront les populations. Il s'agit par ordre d'intérêt, selon mon confrère, du pouvoir d'achat, des emplois stables, des inégalités sociales, de l'éducation, la santé pour tous, la réforme du système partisan, la gouvernance démocratique, l'agriculture, la corruption, les infrastructures de développement, la sécurité, l'économie et la fiscalité. Seulement, prévient le journal, il faudra trouver les bonnes formules pour convaincre l'électorat en vue d'arracher son assentiment. Dans la suite, ce matin, le quotidien Le Matin nous amène au sein de l'administration de la police républicaine et nous apprend que les anciens commandants de brigade sont en colère. À l'origine de cette colère, poursuit mon confrère, leur dossier administratif qui serait jeté aux oubliettes par la hiérarchie.
En revanche, le matinal est porteur d'une bonne nouvelle ce matin pour le Bénin et sa démocratie. Pour son classement 2020, informe la publication, le prestigieux indice Mou Ibrahim a reconnu les efforts du pays pour la démocratie et la bonne gouvernance. Du coup, précise la publication, le Bénin est classé 2e pays dans la zone UEMOA, 4e dans la CEDEAO et 13e dans toute l'Afrique. Une performance qui, conclut le matinal, reste un camouflet pour les oiseaux de mauvais augure. Dans le même temps, le journal L'Économiste renseigne qu'Africa Bourse mobilise 2 milliards de francs CFA au groupe Veto Service pour l'émission de billets de trésorerie. La même information fait la 2 de 1 du quotidien Le Matinal. Toujours dans la suite, ce matin, Christelle Hundonogbo est à l'honneur. Fraternité nous apprend que la directrice de l'administration du parti Union Progressiste a été honorée par Success Story Award. Une distinction qui, selon le journal, est faite suite à une étude d'impact basée sur un sondage dans la société. Et sur une trentaine de nominés, poursuit mon confrère, Christelle Hundonogbo a gagné le prix de la meilleure femme d'impact et d'exception en politique. Un trophée qu'elle a dédié à tous ceux qui ont été à ses côtés depuis plusieurs années dans ses multiples combats. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Et voilà, pour le compte de ce 17 novembre, nous sommes mardi, ça je vous le rappelle, eh bien nous venons de faire le tour de l'actualité nationale. Merci à chacun et à tous et soyons de cœur avec notre 11 national, les écureuils du Bénin qui affrontent cet après-midi les crocodiles du Lesotho. Nous espérons donc une victoire et une victoire complète. Merci à chacun et à tous, très bonne journée à vous, gardez le sourire, au revoir et surtout prenez soin de vous.